Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle émission de Face aux chrétiens en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Olivier Faure. Olivier Faure, bonjour. Vous êtes un jeune député élu en Seine-et-Marne lors des dernières législatives, mais vous avez eu une vie avant la politique. Vous avez été chef d'entreprise, chef d'une entreprise de PME, une PME chargée des hautes technologies. En 1997, vous avez intégré le cabinet de Martine Aubry. Vous avez suivi particulièrement les dossiers des emplois jeunes et le financement de la sécurité sociale. Vous êtes un proche de François Hollande, conseiller de Jean-Marc Ayrault. On a même parlé de vous à un moment pour succéder à Martine Aubry à la tête du Parti socialiste. Bon, on sait depuis hier que c'est Harlem Désir qui s'y colle. Vous allez prendre des responsabilités à la tête du Parti socialiste ? On verra après le Congrès, mais oui, bien sûr, il faut qu'une nouvelle génération prenne ses responsabilités maintenant. Et donc, tous ceux qui jusqu'ici incarnaient la parole des socialistes sont pour l'essentiel au gouvernement. Et donc, il faut que tous ceux qui viennent d'être élus prennent à leur tour le flambeau et puis porte haut la parole et les valeurs. Justement, on parle de vous comme porte-parole du Parti socialiste. Mais, vous verrez au moment du Congrès, c'est difficile d'en parler avant, mais l'idée effectivement c'est qu'il y ait plusieurs voix qui puissent porter la parole du PS. Pour vous interroger aujourd'hui, Bernard Gors du quotidien La Croix, bonjour. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors un peu plus de 100 jours de l'élection, eh bien c'est la chute dans les sondages, la croissance est en berne, les plans sociaux s'empilent sur les bureaux, la rentrée est pour le moins morose. Est-ce que finalement, pour ces 100 premiers jours, le gouvernement n'a pas privilégié, je dirais, la forme plus que la réforme? Est-ce qu'on n'a pas, au fond, perdu un peu de temps? C'est une critique qu'on entend souvent. La vérité, c'est que pour pouvoir engager le pays sur la voie du redressement, il y a des réformes de fond à entreprendre et que nous avons connu un quinquennat d'agitation permanente où effectivement, à chaque annonce, à chaque fait divers, on avait une loi, mais qui connaissait en réalité des effets très limités. L'idée est exactement inverse, c'est qu'aujourd'hui, si on veut entamer des réformes profondes, il faut prendre le temps de la concertation et aller jusqu'au fond des choses. Tout à l'heure, nous parlerons financement de l'économie, financement de la sécurité sociale, etc. Et nous verrons que sur ces sujets-là, il n'est pas possible d'aller vite, où on le ferait au péril de l'intelligence collective. Et on vante souvent le modèle allemand. Le modèle allemand, c'est d'abord et avant tout un modèle qui est basé sur la concertation avec des partenaires qui se respectent et qui arrivent à trouver des accords dans lesquels tout le monde se retrouve. On en parlera tout à l'heure à propos du dialogue social, oui. Et permettre justement la pérennité aussi, parce que si on veut sécuriser le monde de l'entreprise, par exemple, qu'est-ce qu'il y a de plus insécurisant pour un chef d'entreprise? C'est d'avoir des règles qui changent tout le temps. Et donc avoir des accords qui sont des accords, non pas dans le marbre, mais des accords qui sont des accords conclus avec les syndicats et le patronat, c'est aussi le gage de la pérennité, de la sécurité pour les uns et pour les autres. Mais ce qui peut être aussi insécurisant pour le citoyen, pour les citoyens que nous sommes, c'est la cacophonie. On l'a vu avec Arnaud Montebourg, on l'a encore vu cette semaine avec l'interview qu'a donnée Christiane Taubira à nos amis de La Croix. Et immédiatement, Mme Bertinotti, qui est chargée de la famille, dit mais pas du tout, c'est pas ficelé, les entretiens et les consultations sont toujours en cours. Alors, il y a un mauvais fonctionnement au sein du gouvernement, il faut que chacun reprenne ses marques? Alors, je crois tout simplement que la ministre de la Justice, qui a en charge le dossier du mariage homosexuel, puisque en fait ce serait une modification du Code civil, a souhaité faire une annonce qui elle-même n'est pas un scoop. Le président de la République a annoncé pendant sa campagne qu'il souhaitait accorder l'égalité aux couples, quelle que soit l'orientation sexuelle de ceux qui le composent. Et donc, ce rappel a été fait. Maintenant, il y aura à la fois un débat avec la société civile et puis il y aura un débat parlementaire au cours duquel toutes les questions qui sont liées au mariage et à l'adoption seront posées. Et ce débat est un débat important. Est-ce qu'il y a eu un couac? Je ne sais pas s'il y a eu un couac. J'espère que l'une et l'autre ont en tête la responsabilité qu'elles portent devant les Français.
Bon, par ailleurs, je ne veux pas relativiser, mais dans tous les gouvernements, il y a forcément des tensions, des couacs, etc. Et ça ne crée pas pour autant de difficultés. Il faut admettre l'idée que les angles de vue peuvent être différents d'un ministère à l'autre. Il y aura des problèmes de territoire qui peuvent se poser, mais ça ne change rien. Et c'est ce qu'a dit François Hollande dans son intervention l'autre soir. La seule règle, la seule référence que nous avons, c'est le projet pour lequel il a été élu et qu'il a contractualisé avec les Français le 6 mai. Bernard Gorce, c'est chez vous à la Croix que Christiane Taubira a donné cette interview. Vous aviez le sentiment que c'était le projet de loi, l'avant-projet de loi. Et tout à fait, que c'était le projet. Alors là, maintenant, il y a effectivement une incertitude, parce que est-ce que le projet doit concerner que le mariage, ou est-ce qu'il concernera aussi la procréation médicalement assistée? On n'y comprend plus grand-chose. Mais je crois que, d'abord, attendons d'avoir le projet de loi lui-même, parce qu'un avant-projet, ce n'est pas un projet. Il y aura des discussions au sein du gouvernement, il y aura un certain nombre d'évolutions, vraisemblablement, dans la conception qu'aura ce projet. Moi, je ne suis pas membre du gouvernement, donc je ne peux pas te parler en ces lieux et places. Ce que je sais, c'est qu'il y aura un débat important avec l'ensemble de la gauche, de la droite au Parlement, et puis ce sera un grand débat en France aussi, parce que... le micro... parce que c'est un débat important pour les Français, c'est une évolution profonde. En 1981, la gauche a dépénalisé l'homosexualité. En 1997, on a eu le Pacs. Et nouvelle étape sur ce chemin de l'égalité, c'est le mariage et l'adoption par les couples homosexuels, donc en 2013. Oui, la loi vous semble le meilleur moyen pour faire passer une telle réforme, ou ne faut-il pas aller plus loin et pour une réforme de société de cette ampleur, passer par la consultation des Français directement et le référendum? D'ailleurs, les sondages donnent plutôt, a priori, une position des Français plutôt favorable au mariage homosexuel. La consultation, elle a déjà eu lieu en réalité. C'était l'élection présidentielle. Il n'y a pas de projet caché, c'est pas une découverte. Tout le monde savait en élisant François Hollande qu'il souhaitait aller sur le chemin de l'égalité. Donc c'est un débat qui est un débat important, mais enfin, en même temps, pourquoi faudrait-il, dans le débat au fond, sur l'homosexualité, en faire un débat qui nécessite de passer par référendum? Qu'est-ce qui le justifierait, si ce n'est le vieux Roland homophobe, discriminatoire, avec l'idée que peut-être ce serait quand même pas complètement tolérable par la société française, que ce serait une évolution qui serait anormale? Moi, je crois au contraire que c'est une évolution qui est tout à fait logique et que donc elle doit passer par la loi naturellement. Romain Mazenot pour RCF. Vous parlez d'une concertation, mais pourquoi ne pas imaginer un grand débat public qui durerait plusieurs mois, où on prendrait vraiment son temps, à l'image de ce qui a été fait pour la révision des lois de bioéthique, avec la consultation d'associations, des différentes sensibilités spirituelles et religieuses, notamment des psychologues? Mais vous comparez cette question-là avec la question sur les lois bioéthiques, qui posent effectivement de graves questions sur l'homme, sur la façon dont on conçoit la recherche. Et là, ça ne pose pas de graves questions sur les rapports hommes-femmes, sur la société, sur la famille? Je ne pense pas que ça pose de questions de ce type. D'abord, les rapports existent depuis longtemps sur les conséquences éventuelles sur l'enfance, etc. Ça n'a jamais... c'est un sujet qui est un sujet connu, qui a été beaucoup débattu en réalité, et qui maintenant nécessite une prise de décision. On ne peut pas sans cesse différer. Il y a deux choses. Ce qui est... Olivier Faure, il y a deux choses. Il y a le mariage, et là, une majorité des Français, et même une grande partie des catholiques sont plutôt favorables au mariage. Et puis, il y a l'adoption. Et là, il y a certainement dans la société française encore de fortes réticences. Mais il y a des réticences, c'est évident. Mais il y a des réticences sur un certain nombre de sujets et ça n'empêche pas d'intervenir, d'agir, etc. Moi, pour revenir 2 secondes au fond, quelle est d'abord la question de l'homoparentalité? Ce n'est pas une question qui est une question ni nouvelle, ni une question qui serait créée par cette loi. En réalité, l'homoparentalité, ça existe déjà. Il y a beaucoup de familles homoparentales, ne serait-ce que parce qu'on a des parents qui ont changé d'orientation sexuelle au cours de leur vie d'adulte et qui donc élèvent des enfants alors qu'ils sont eux-mêmes en couple homosexuel. Je crois que c'est un signe à donner justement à ces enfants-là aussi que de dire que la famille à laquelle ils appartiennent est une famille qui est tout à fait légitime et qui, dans le regard de l'autre, ne peut pas être une famille qui doit être stigmatisée. Et je crois que c'est très important pour ces familles-là d'avoir justement cette légitimation par la société tout entière. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. D'une situation de fait, vous faites une situation de droit. La légitimité peut se discuter. Je voudrais revenir sur
La notion d'exigence d'égalité évoquée par Christiane Taubira, et à plusieurs reprises, vous avez parlé de chemin de l'égalité. Mais les enfants qui seront élevés par des couples homosexuels, est-ce que vous ne craignez pas qu'ils se retournent un jour contre l'État pour discrimination parce qu'ils auront eu 2 parents de même sexe alors que les autres enfants auront eu un père et une mère? C'est une forme de discrimination que vous leur imposez à ces enfants. Mais est-ce que les enfants qui ont été battus ou violés par leurs parents hétérosexuels... C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est la question. Enfin, les sujets sont complètement différents. Mais la vraie question pour un enfant, c'est de savoir s'il sera élevé par des parents qu'il aime. Oui, mais vous ne pouvez pas en juger. L'État ne peut pas en juger. Mais l'État ne peut pas en juger. Ce n'est pas un curseur. On ne peut pas dire s'ils seront mieux élevés ou moins bien élevés dans une autre forme de famille. On ne va pas se prononcer là-dessus. En revanche, on peut se prononcer en règle de droit sur savoir si 2 pères ou 2 mères, c'est la même chose qu'un père et une mère. Et là, vous créez une discrimination dans la mesure où vous imposez un modèle unique. Mais d'abord, il n'y a pas à des enfants qui n'ont rien demandé. Il n'y a pas 2 pères ou 2 mères. Un enfant qui est adopté, il sait qu'il est adopté et donc qu'il est né d'un père et d'une mère. Et donc qu'il fallait un spermatozoïde et un ovocyte pour pouvoir naître. Il le sait et ça lui sera expliqué. Il a ensuite 2 parents qui l'élèvent, qui sont effectivement de même sexe, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que l'altérité n'est pas effacée par cette question-là. On est sur des questions... Je connais des familles avec des enfants qui ont été élevés par des couples homosexuels et pour eux, la différence existe. Ils savent ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Ça n'a pas influé sur leur sexualité propre. Ils ont simplement eu des parents qui les ont élevés, aimés, et ça ne pose pas de difficulté. Mais l'État dit c'est la même chose. L'État va s'engager pour dire, devant la société tout entière, 2 hommes, 2 femmes, c'est la même chose qu'un homme et une femme. Juridiquement, c'est la même chose. Juridiquement, c'est la même chose. Et on peut se retourner après contre l'État pour dire non, ce n'est pas la même chose. Je ne crois pas qu'on puisse se retourner contre l'État, et je ne crois pas que... Enfin, honnêtement... on pourrait, enfin, ce débat est sans fin, on pourrait aussi avoir des enfants qui se retournent contre l'État, je le répète, parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas été suffisamment protégés par la société alors qu'ils ont été maltraités, etc. Et la vraie question, c'est celle à chaque fois de l'affection, de l'amour, du projet parental. C'est ça les vraies valeurs sur lesquelles repose la famille. Ah ben, l'État n'en jugera pas. Olivier Faure, est-ce que vous avez été choqué par l'initiative prise par l'Église catholique cet été, pour le 15 août, qui a fait dire une prière dans toutes les églises et clairement prenant position contre le mariage homosexuel et l'homoparentalité? Moi, je ne suis jamais choqué de ce que l'Église peut dire à ses propres fidèles. Ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'était que ce soit une prière pour la France et que c'était une formule qui n'avait pas été utilisée depuis, je crois, la Seconde Guerre mondiale. Et donc, je me suis demandé quel était ce cataclysme, cette révolution qui supposait une intervention aussi forte de l'Église. Et donc, bon, je conçois... Est-ce que l'Église est dans son rôle? Que l'Église cherche à faire respecter par ses fidèles des règles auxquelles elle croit et qui sont ses propres dogmes, je le conçois, je le comprends, et dans un État laïque, chacun doit pouvoir vivre selon ses propres règles. Et justement, j'en reviens presque à notre débat de maintenant, c'est aussi un débat sur la laïcité. Est-ce que, au fond, l'État doit fixer lui-même les règles, les croyances, et donc dire ce qu'est le bien et le mal, ce qui est pour... voilà. Donc je crois qu'il y a une morale laïque qui peut s'imposer, mais dans cette morale laïque, il n'y a pas de place pour la discrimination entre les couples homosexuels et les autres. Alors on vient au climat social de cette rentrée. On a dit qu'il était assez mauvais. Est-ce que, au fond, vous avez été surpris par la situation économique? Avant l'été, j'ai retrouvé une déclaration, vous disiez qu'il faut trouver 10 milliards en gros. Hein. Aujourd'hui, on est à 30 milliards, donc ça veut dire que ça s'est fortement dégradé pendant l'été? Non, alors on parle de 2 choses différentes. Avant l'été, les 10 milliards, c'était les 10 milliards qui correspondaient à la loi de finances rectificative et donc qui étaient pour boucler le budget de l'année 2012, puisqu'il y avait eu une sous-évaluation par la majorité précédente du taux de croissance et puis un certain nombre de petits sujets qui n'avaient pas été compensés. Et donc il fallait trouver 10 milliards. Là, on parle maintenant de l'année 2013 pour laquelle effectivement il y a un effort important à produire puisque la croissance effectivement n'est pas au rendez-vous et alors qu'on pariait sur un taux de croissance plutôt de 1,3%, il sera vraisemblablement inférieur. Et le président a fixé pour la loi de finances 0,8%, ce qui impose de trouver 30 milliards nouveaux d'économies ou de recettes pour pouvoir arriver à tenir l'objectif qu'il a fixé de 4,5% pour l'année 2013.
Romain Mazneau pour RCF. Oui, 3%, pardon. Justement, François Hollande a annoncé 20 milliards d'euros d'impôts nouveaux, 10 milliards d'euros de réduction de dépenses. Pourquoi faire porter en priorité l'effort sur la fiscalité, sur l'augmentation des impôts, plutôt que sur la réduction des dépenses 10 milliards, surtout quand on sait que l'État dépense 360 milliards d'euros par an. On a envie de dire c'est presque une goutte d'eau. Pourquoi cette priorité sur les impôts nouveaux ? Alors, d'abord, ces 10 milliards d'euros de dépenses en moins que nous allons effectuer sur l'année qui vient, c'est un effort qui est extrêmement significatif. Vous savez que pendant la période précédente, pendant les 5 dernières années, la dépense publique n'a cessé d'augmenter et qu'elle a augmenté de 2,5-3% sur la période. Donc, en fait, on est sur un effort qui est un effort déjà considérable. Pourquoi 10 milliards alors que sur le quinquennat, François Hollande a plutôt dit que ce serait 50-50, 50 recettes, 50 baisse des dépenses. Tout simplement parce que nous ne voulons pas opérer des dépenses aveugles et donc pour ne pas être simplement dans l'uniformité et dire simplement on baisse les budgets et voilà c'est point barre. Et eh bien, il faut réviser un certain nombre de politiques publiques et ça suppose de faire des choix, des arbitrages, mais des arbitrages fins. Et donc, ça suppose de prendre le temps et de ne pas couper à l'aveugle comme ça a été le cas avec la fameuse RGPP. Et vous pourrez vraiment réduire les dépenses sans diminuer le nombre de fonctionnaires en stabilisant, comme le dit le gouvernement, les effectifs de la fonction publique? En stabilisant les effectifs, c'est l'objectif, avec quand même des priorités. C'est là encore l'idée de ne pas procéder de manière aveugle. Il y a des secteurs qui ont été privilégiés. Parce que si vous embauchez des enseignants, justement, vous allez bien devoir couper ailleurs. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que l'effort sera supporté par les autres administrations. Donc ça veut dire que... En nombre de fonctionnaires. En nombre de fonctionnaires aussi, oui. Vous confirmez le gel de 30% des avancements dans l'armée? Louis Dauphren. Alors ça, je n'ai pas à confirmer ou infirmer. Je ne suis pas membre du gouvernement, donc je ne sais pas ce que sera le gel sur ces questions de défense. Bernard Gors pour le quotidien La Croix. Mais François Hollande, candidat, avait fait une grande réforme fiscale, l'alpha et l'oméga de sa politique. Il avait dit, vous allez voir, c'est oui, comme Piketty, ça qu'il faut, Thomas voilà. Piketty est effondré. Et puis là, plus rien. Plus rien. Plus de Où est grand passée soir la fiscal. réforme fiscale alors de François Hollande? Alors d'abord, nous ne connaissons pas encore les arbitrages, mais nous avons les grandes lignes. Il y a une grande réforme fiscale qui se prépare pour le mois de septembre, qui sera connue à la fin du mois de septembre. Qui, vraisemblablement, et ça répond aussi à la question précédente, va être une réforme qui va permettre de trouver de nouvelles recettes en préservant pour l'essentiel les classes moyennes et les classes populaires. Donc sur quoi elle repose cette réforme? Elle repose d'abord sur l'idée qu'on a eu beaucoup de discours sur la revalorisation du travail. Et puis, dans les faits, c'est le travail qui est le plus taxé et c'est la rente qui est privilégiée. Ce que nous voulons faire, c'est d'abord de rééquilibrer l'imposition entre capital et travail et faire en sorte que la rente, la spéculation ne soit pas mieux rémunérée en réalité que le travail. Ça, c'est une première réforme, c'est un premier axe qui est extrêmement important parce qu'il permettra ce rééquilibrage et cette valorisation du travail. Deuxième aspect, c'est que nous allons chercher d'abord à prélever sur les ménages qui sont les ménages les plus favorisés. D'où l'idée d'une tranche à 45% pour l'impôt sur le revenu, et puis même une tranche exceptionnelle sur les revenus d'activité qui sera à 75% pour ceux qui ont des revenus supérieurs à 1 million d'euros par an. Voilà, donc voilà des exemples de ce que nous voulons faire et qui permettent justement d'arriver à produire un effort sans toucher ceux qui en ont le plus besoin et qui consomment l'intégralité de leurs revenus. Romain Mazneau. Mais tout de même, certains économistes estiment RCF. que le gel de du barème de l'impôt sur le revenu toucherait jusqu'à 16 millions de foyers. Vous pouvez dire vraiment que les classes moyennes seront épargnées par cet effort, que ce seront les plus riches qui paieront uniquement? Je ne dis pas que l'effort ne sera pas partagé. Il sera partagé y compris par les classes moyennes. Mais il sera qui peut le plus contribue le plus. Et donc c'est ça le principe qui va guider l'action du gouvernement. Le président de la République a dit que s'agissant du gel du barème, les premières tranches seraient exonérées. Et il y aurait donc, une décote, il y aurait une décote qui permettrait de ne pas faire rentrer dans l'impôt sur le revenu des gens qui n'étaient pas précédemment. Pour le reste, effectivement, il y a un effort à produire et les Français auront à le produire. Alors après, moi, je ne connais pas l'intégralité de la réforme qui n'est pas encore connue, mais l'idée, c'est de rendre l'impôt plus progressif et de faire en sorte que, pour l'essentiel, les familles classe moyenne puissent être épargnées. Ce qui a été le cas dès le mois de juillet, quand nous avons
abroger l'activité sociale qui était quand même une ponction de 10,5 milliards d'euros sur les ménages et que tous auraient payé. Là, nous avons fait des choix différents qui sont des choix de justice. Mais la question, c'est est-ce que le remède ne va pas tuer le malade? C'est-à-dire que, à force de ponctionner le pouvoir d'achat des Français, comment on maintient une croissance? Jean-Luc Mélenchon dit qu'il y a là un risque d'enlisement et de récession, ce qui n'est peut-être pas faux quand on a 0,8% de croissance au mieux peut-être l'année prochaine. Alors le problème, c'est un problème de financement de l'économie. Et pour essayer d'être simple et de se faire comprendre, quand vous avez acheté votre maison, votre appartement, votre banquier vous a dit d'accord, mais d'abord montrez-moi vos revenus, montrez-moi le revenu de votre épouse, et puis montrez-moi aussi quel est votre taux d'endettement. Et si vous avez déjà un crédit immobilier, parce que vous avez déjà acheté une maison, parce que vous avez une voiture qui est en leasing, parce que vous avez, au fur et à mesure, le banquier il dit je prends trop de risques avec vous et donc je vous prête d'abord moins et je vous prête à des taux plus élevés. Et donc la question aujourd'hui pour la France, c'est qu'elle est arrivée à un niveau d'endettement qui est un niveau colossal et que la charge de la dette est une charge qui pèse de manière trop significative sur le budget de l'État. Et il faut revenir à un niveau d'endettement qui soit plus faible pour pouvoir avoir un accès au crédit, qui soit un accès au crédit à des taux qui soient acceptables pour financer justement l'économie et pour la relancer et pour la stimuler. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle François Hollande a rappelé l'autre soir que ce n'était pas l'Europe qui imposait, mais c'était son choix propre et la trajectoire budgétaire qu'il a fixée. Il l'a fixée dans la campagne présidentielle en rappelant qu'il souhaitait arriver à l'équilibre à la fin du quinquennat pour des raisons qui ne sont pas liées à ce qu'on nous imposerait, mais à la nécessité d'être totalement cohérent et d'arriver à donc, un accès au crédit qui soit un accès au crédit intéressant. Aujourd'hui, la France emprunte à des taux négatifs, ce qui ne serait pas le cas si nous continuions sur une trajectoire budgétaire avec un endettement croissant. Merci Olivier Faure. Nous vous retrouvons dans quelques instants. Nous observons une courte pause. Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens avec notre invité Olivier Faure. Olivier Faure, pour vous interroger aujourd'hui, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, Bernard Gors pour le journal La Croix et Romain Mazenot de RCF. Venons à la situation de l'emploi. On a vu la fermeture du site d'Aulnay, le démantèlement de la filière avicole Doux, les plans sociaux s'empilent sur les bureaux. Que peut faire l'État ? Alors, il peut faire deux choses. D'abord, prendre des mesures d'urgence, celles qui ont été prises dès l'arrivée du gouvernement Ayrault, donc maintenir les emplois aidés qui n'avaient pas été financés sur l'ensemble de l'année, 80 000 supplémentaires qui avaient été financés sur 6 mois, et donc ça a été maintenu. Et puis après, il y a effectivement ce qu'on est en train de vivre en ce moment, les emplois d'avenir, qui concernent les jeunes qui sont les plus éloignés de l'emploi. Qui ont été votés cette nuit à l'Assemblée nationale. Et puis ensuite, nous aurons les contrats de génération. Alors c'est 150 000 emplois d'avenir. Parce que vous avez vu que lorsqu'on a eu l'annonce stupéfiante de ces 40 000 supplémentaires au chômage à la fin pour les chiffres du mois de juillet, et puis que nous avons maintenant en tendance dépasser les 3 millions de chômeurs, vous voyez que dans les statistiques, ce qui nous pose problème aujourd'hui, ce sont à la fois l'emploi des jeunes et puis l'emploi des seniors. Et donc, on a ces contrats d'avenir. Et l'emploi tout court. Et l'emploi tout court. Mais les gros bataillons de chômeurs sont d'abord à cet endroit-là. Et donc, dans l'urgence, on fait d'abord les emplois d'avenir. On fait les contrats de génération, c'est-à-dire ces 500 000 emplois créés en CDI dans les entreprises pour les jeunes et 500 000 emplois maintenus pour les seniors dans ces mêmes entreprises. Et puis, donc, ensuite, il y a, au-delà de l'urgence, des réformes plus structurelles qui sont en train d'être négociées. Et donc, c'est toute la question du rythme que vous posiez en début d'émission, et donc qui là suppose un accord entre les partenaires sociaux. Il y a 2 grandes négociations qui sont engagées. On va y venir. Voilà. On va y venir. Oui, Dauphren. Mais peut-être peut-on les développer justement, parce que c'est quand même le cœur du sujet. Et puis on vous interrogera là-dessus, sur ces 2 grandes négociations, parce qu'on attend quand même des résultats concrets de vos efforts. Mais écoutez, moi je ne suis pas dans la négociation, mais ce que l'on peut en espérer, c'est effectivement que pour la première fois dans ce pays, on dépasse les habituels jeux de rôle et que les partenaires sociaux puissent aller au fond des sujets sur
deux grands principes. Le premier, c'est d'accorder effectivement de la souplesse aux entreprises qui sont dans la difficulté et aller vers la possibilité d'aller dans l'activité partielle, ce qu'ont fait très bien les Allemands. Ce que font les Allemands, oui. Et après, inversement, arriver à sécuriser davantage les parcours professionnels, ce que font mieux les pays Suédois. du Nord, notamment, Voilà. c'est la flex-sécurité, oui. Alors, moi, peu importe les mots, ce n'est pas tout à fait la même chose que nous voulons faire, mais enfin, l'idée, c'est effectivement que n'est tolérable la souplesse que lorsque on a des gens qui peuvent passer d'un emploi à l'autre et qui continuent à être dans une situation de sécurité dans leur parcours. Ça se passe par la réforme de la formation professionnelle, ça passe par un meilleur encadrement du suivi des chômeurs, ça passe par la Et vous estimez que l'État est trop présent? Parce Oui, que Pôle emploi a récemment été justement condamné pour ne pas avoir suffisamment suivi un ancien cadre commercial. Est-ce que c'est la façon dont l'État gère l'emploi qui est mise en cause, ou est-ce que vous voulez donner plus de poids à l'action étatique, à l'action publique? Tout à la fois. En fait, il faut d'abord laisser les partenaires sociaux discuter et donner leurs propres réponses. Moi, je ne voudrais pas l'anticiper simplement. J'essaie d'évoquer avec vous un certain nombre de pistes qui sont des pistes extrêmement simples qu'on connaît tous, mais qui supposent des réformes profondes et qui supposent des sacrifices de la part des salariés, parce que ça veut dire, par exemple, qu'un chômeur, on le contraint à suivre une formation et il y a des contraintes, c'est-à-dire c'est du donnant-donnant. C'est ça la flex-sécurité. On n'est pas sûr que les syndicats en France soient prêts à accepter une telle réforme. C'est ce que voulait le gouvernement précédent, apparemment. La mandature précédente était dans cette logique-là, non? Mais je pense que le gouvernement précédent a surtout eu un problème, c'est qu'il n'a pas su engager la concertation de manière profonde, et donc à chaque fois qu'il y avait une conférence sociale, elle avait dans l'heure ses propres conclusions qui étaient déjà préfixées, etc. Aujourd'hui, on est dans un système très différent. On a des partenaires sociaux qui sont vraiment autour d'une table et qui doivent négocier et trouver les conversations les uns et les autres. C'est une évidence, et je crois que la maturité à laquelle sont parvenus les uns et les autres permet d'espérer d'arriver à des résultats qui soient des résultats importants, intéressants et qui soient le dépassement de la situation actuelle. Romain Mazenot pour RCF. Parmi les sujets de discussion entre partenaires sociaux, il y a l'encadrement du recours au CDD. On sait aujourd'hui que à peu près 80% des embauches se font sous cette forme, sous la forme d'un CDD. Qu'est-ce qui vous permet d'espérer, de croire que syndicats et patronat vont réussir à se mettre d'accord, et que fera le gouvernement si ce n'est pas le cas? Le bon sens, j'espère simplement que c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des emplois qui sont créés sont des emplois précaires, et au-delà de la question du chômage, on a aussi maintenant on a les gens qui sont inclus, qui ont une vie professionnelle accomplie, on a les chômeurs, et puis entre les deux, on a une forme de précariat qui s'est constituée et qui est un vrai sujet aujourd'hui pour la société française. Et donc, si les entreprises disent aujourd'hui avoir recours au contrat à durée déterminée, c'est parce qu'elles disent nous n'avons pas les instruments qui permettent de faire en sorte que notre niveau salarial corresponde à l'activité. Excusez-moi Olivier Faure, comment fait-on si on arrive à être concrètement plus souple, faire que le CDI redevienne la règle ? Puisque c'est ça l'objectif. Je pense que dans les négociations qui sont en cours, si le sentiment existe que la souplesse, par exemple par l'activité partielle, si la souplesse existe pour les entreprises, alors le CDI n'est plus un obstacle et redevient quelque chose de tout à fait acceptable par les uns et par les autres. Et donc, c'est vrai que parfois, la rigidité peut conduire à la prudence, et inversement, la souplesse peut conduire à une évolution et effectivement à sécuriser les parcours des uns et des autres par l'embauche en CDI plutôt que CDD. C'est un discours libéral. Hein. C'est pas un discours libéral, hein. C'est un discours qui cherche à mêler à la fois une forte sécurisation des parcours professionnels, faire en sorte que les individus ne soient pas lâchés, et en même temps garantir aux entreprises la possibilité de s'adapter à l'activité. Et c'est pas plus libéral que ça. Et tout dépend des garanties qui sont faites aux salariés. Tout est dans l'équilibre qui est trouvé. Bernard Gors pour le quotidien La Croix. Qu'est-ce qu'on appelle activité partielle très concrètement pour les téléspectateurs? Ça veut dire un patron qui a ces bons de commande qui ne rentrent plus, dit désormais pendant X mois vous allez travailler à mi-temps? Ça veut dire que ça veut dire effectivement que pour une entreprise dont le carnet de commandes chute brutalement, qui n'a pas d'autre possibilité, on ait la possibilité de réguler le temps de travail en fonction de
en fonction de l'activité. Et tout ça se négocie dans l'entreprise avec des contre-pouvoirs qui doivent être institués aussi et éviter que ce soit aussi le pouvoir entrepreneurial qui soit la clé de tout et la clé de voûte. Mais tout est là encore un sujet de négociation et il faut que les uns et les autres puissent vérifier le curseur et les modalités, parce que là on parle de grands principes, mais tout est dans l'exécution. Et en réalité, tout ça doit finement être discuté par les partenaires sociaux et c'est eux qui donneront la réponse à ces questions. Olivier Faure, est-ce qu'il y a un problème de coût du travail en France ? Il y a un problème de productivité en France, effectivement, qui n'est pas seulement lié au travail, qui est lié à l'environnement économique, c'est lié à la capacité à investir, à la recherche, à l'innovation. Non, mais le coût du travail, c'est une vraie polémique. Est-ce qu'on est plus cher que les Allemands en termes de coût horaire ? Nous sommes comparables aux Allemands, mais il n'y a pas que les Allemands dans la vie, malheureusement. Et donc, il y a effectivement, pour certains métiers qui sont fortement exposés à la concurrence internationale, des questions de coût du travail qui peuvent se poser. Oui, Bernard Gorce-Lacroix. L'Allemagne, pour sauver les emplois, a baissé le salaire minimum. Enfin, il n'existe pas véritablement de SMIC en Allemagne, mais par branche, ils sont arrivés en tout cas à pouvoir baisser le salaire minimum. Est-ce que ce ne serait pas aussi une solution, vu l'ampleur de la crise de l'emploi en France ? Ben ça, je ne le pense pas. Franchement, on ne sera jamais suffisamment compétitif par rapport à des pays qui ont fait du dumping social leur modèle. On ne sera jamais concurrentiel, on ne pourra jamais être au niveau salarial des Chinois, des Indiens, etc. Et ça n'est pas souhaitable. Donc il faut trouver d'autres axes. La compétitivité, ça ne passe pas uniquement par le coût du travail, ça passe par tout ce que j'ai dit juste avant, par un certain nombre d'éléments structurels qui font qu'aujourd'hui, nos entreprises sont plus innovantes, qu'elles occupent des marchés parce qu'elles sont celles qui apportent la qualité, qu'elles apportent l'innovation, qu'elles apportent les nouveaux besoins, enfin qu'elles répondent aux nouveaux besoins qui sont créés dans le monde entier. Voilà des façons de gagner des parts de marché sans pour autant revenir sur l'acquis social en France, et le salaire minimum en fait partie. Alors François Hollande a semblé esquisser une piste dimanche dernier sur TF1 en disant que la protection sociale pourrait être financée autrement que par les salaires. Ça veut dire qu'on transférerait, si j'ai bien compris, c'est une vieille idée, ces cotisations sur un impôt. C'est ça la piste, c'est on fait de la CSG ? Alors, ce qu'a dit François Hollande, d'abord, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le problème, c'est qu'on pénalise les entreprises, notamment de main-d'œuvre. Et donc, la question, c'est de savoir si on fait si on assied les cotisations patronales sur la seule base du travail ou si on élargit les choses. Et donc, il y a plusieurs pistes qui existent et qui là aussi sont en négociation et donc jusqu'à la fin de l'année laissons aux partenaires sociaux le temps d'en discuter, mais il y a des pistes que tout le monde connaît qui sont la CSG pour le plus simple, mais ce n'est pas le seul point. On peut très bien transférer aussi. On peut faire de la TVA sociale aussi. On peut faire. C'était pas un bon système. Je reviens quand même d'un mot, je fais une parenthèse, parce que la TVA sociale n'était pas le bon système, parce que c'était d'ailleurs Carrez, qui est président de la Commission des finances aujourd'hui, UMP, qui l'avait dit. En fait, ça n'aurait été bénéfique essentiellement qu'aux entreprises qui sont non délocalisables. Et que les entreprises qui sont fortement exposées à la concurrence n'auraient bénéficié que pour un quart de la mesure. Donc ce n'était pas du tout la bonne opération. La fiscalité écologique, c'est une piste aussi. Voilà, alors c'est à ça que je voulais en venir. La fiscalité écologique en est une. Les taxes sur les industries qui fonctionnent avec de très hauts taux de rendement, type industrie pharmaceutique, en sont aussi. Il faut. Et vous, quelle solution à vos faveurs ? Moi, je pense que le fait de transférer sur l'environnement et de pénaliser les entreprises qui sont fortement consommatrices de notre capital commun qui est l'environnement, c'est une piste sérieuse. Après, il faudra voir ce qu'il est possible de faire, comment s'opèrent ces transferts et à quel niveau, à quel montant, et puis certainement introduire d'autres mécanismes et la CSG en fait partie. Mais pour l'instant, laissons les partenaires sociaux prendre cette négociation en main et aller jusqu'au bout de la discussion. Je voudrais revenir sur Aulnay. Dans un premier temps, les premières déclarations d'Arnaud Montebourg déclarent que le plan est inacceptable. Ensuite, il y a un rapport. Finalement, aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce qu'il en est. Et les salariés d'Aulnay se sentent un peu trahis par le gouvernement. Ceux de Doue aussi, d'ailleurs, d'une certaine façon. Donc,
on pourrait parler aussi d'ArcelorMittal, etc. Tous ces grands dossiers que vous avez récupérés. Hein, je ne dis pas que vous êtes responsable de cette situation, mais je reviens à ma question. Par rapport à ces grands dossiers, ces grands plans sociaux, qu'est-ce que l'on peut faire? Est-ce qu'on peut véritablement obliger aujourd'hui la direction, les directions à revenir sur leurs intentions? C'est des sujets extrêmement compliqués. D'abord parce que ce sont des groupes qui finalement viennent en bout de course devant la justice, devant l'État et remettent des plans sociaux qui sont la conséquence de décennies parfois de mauvais choix. Et donc la question qui est posée est une question extrêmement complexe parce qu'on intervient totalement en aval alors que c'est en amont qu'il faudrait pouvoir intervenir aussi. Piste parmi d'autres, on a évoqué beaucoup l'introduction des salariés dans les conseils d'administration des entreprises, qui est une façon aussi pour eux d'alerter suffisamment tôt, de faire en sorte qu'ils puissent être aussi en situation de comprendre quelle stratégie de l'entreprise. Pour Peugeot PSA, on parle quand même de 20 années d'erreurs cumulées, de choix qui ont été des choix négatifs pour l'entreprise et qui conduisent aujourd'hui à 8000 suppressions d'emplois, ce qui est une conséquence sociale insupportable. Voilà, donc il faut intervenir aussi en amont et permettre d'aider à orienter différemment la stratégie de l'entreprise. Bernard Gors pour La Croix. Oui, il y a quelques jours, plus d'une dizaine de ministres, c'est du jamais vu, s'est déplacé pour aller rencontrer le MEDEF à l'université d'été. Est-ce que le gouvernement n'est pas tout de même en train d'en faire un peu trop vis-à-vis des patrons, comme lui reproche son aile gauche et certains partis comme celui de Jean-Luc Mélenchon? Bon, moi j'ai trouvé que c'était plutôt logique et normal que le gouvernement se rende au MEDEF et discute avec lui. La grande idée de ce début de quinquennat, c'est justement de réintroduire le dialogue social au cœur de tout. Et on en parle depuis le début de cette émission, on n'arrête pas sur tous les sujets, on a besoin d'une discussion avec les uns et avec les autres. Et comment on fait pour discuter avec le patronat si on ne se rend pas à son invitation? Donc c'est une polémique qui ça vous a pas choqué? C'est normal, le gouvernement était dans son rôle en envoyant 10 ou 12 ministres. Ce qui serait inquiétant, c'est d'avoir un gouvernement qui vienne et qui vienne s'aligner sur la ligne du MEDEF. Ce n'est pas le cas. Il y a un débat contradictoire et quand on veut assumer le débat, on se rend à l'invitation de ceux qui nous le proposent. Moi, je trouve ça très logique, très normal et personne à l'issue de ce passage n'a considéré que la gauche était alignée sur le MEDEF. Donc c'est ça l'important pour moi. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. On parlait de l'Allemagne tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez pensé de la décision de la Cour constitutionnelle allemande qui a certes autorisé la ratification du mécanisme européen de stabilité, mais qui a quand même posé la condition que si on dépassait le plafond de 190 milliards, ça devait repasser devant le Parlement? Est-ce que le Conseil constitutionnel français aurait dû se prononcer de la même manière sur cette question européenne, sur notre implication dans le financement du mécanisme européen de stabilité? Les mécanismes sont un peu différents parce qu'en France, on va avoir une loi organique qui, donc il n'y a pas de remise en cause de la souveraineté, c'est ce que dit le Conseil constitutionnel, et donc le passage par la loi organique autorise les parlementaires en réalité à revenir eux-mêmes sur une loi organique. Et les lois de programmation budgétaire sont elles-mêmes des lois sur lesquelles on peut revenir d'un exercice à l'autre. Et donc la question posée aux Allemands est légèrement différente. En France, nous n'avons pas cette question-là, ne nous est pas posée, et il n'y a pas de limitation du pouvoir souverain des parlementaires. Vous parliez tout à l'heure de dumping social et de la Chine. Bernard Gors, La Croix. Est-ce que l'Europe a assez fait pour protéger les emplois et qu'est-ce qu'elle doit faire à l'avenir pour mieux protéger les emplois dans l'Europe en termes de barrières par rapport à la concurrence? Je pense que, alors c'est une question compliquée, mais nous sommes favorables à l'idée d'écluse aux frontières européennes sur des normes qui seraient des normes environnementales, sociales, et qui permettent de justifier une forme de protection à nos frontières sur des bases qui ne sont pas celles du refus de l'échange, mais celles du juste échange, justement, puisqu'on ne peut pas accepter n'importe quel produit à n'importe quelle condition, à n'importe quel coût. Je disais tout à l'heure en introduction que vous avez été patron de PME. C'est un vrai débat sur la puissance et la grosseur, l'assise des PME en France qui sont toujours plus petites que celles des Allemands. Qu'est-ce qui fait que nos PME ne sont pas à la hauteur ? La grosse difficulté des PME, c'est là encore l'accès au crédit. C'est la difficulté d'avoir des entreprises qui ont du mal à gérer leur croissance.
les petites entreprises, elles se créent grossissent un pas en jour. France, oui. Elles grossissent pas parce que tout simplement, elles n'ont pas les banques qui les accompagnent dans leur croissance. Et peut-être qu'elles n'ont pas envie vous aussi de savez, grossir, c'est possible. Je crois pas. Je crois que de l'expérience que j'en tire, de ce passage par le monde de l'entreprise, c'est tout l'inverse. C'est des entreprises qui veulent grossir, mais qui n'arrivent pas à assumer cette croissance, tout simplement parce que les délais de paiement, par exemple, sont extrêmement longs. Et donc, on a un carnet de commandes, on commence à travailler, les salariés sont payés chaque mois, et puis l'argent, lui, il vient très longtemps après. Et donc, ça asphyxie la capacité de trésorerie des entreprises. Elles sont dans une difficulté intenable, et donc, elles n'ont pas la capacité à s'engager sur de gros projets, parce que si vous êtes une petite entreprise et que vous prenez un gros projet et que vos délais de paiement sont ce qu'ils sont, vous savez que vous allez boire la tasse et que l'argent que vous pensiez gagner sur vos marges, en réalité, il va être avalé par, les taux d'emprunt que vous allez être obligé de contracter pour pouvoir financer la trésorerie de l'entreprise. Une dernière question avant la deuxième pause. Est-ce que ça serait le rôle de la Banque publique d'investissement de venir en aide à ces PME? L'idée, effectivement, c'est de faire en sorte qu'il y ait une banque publique d'investissement en France qui soutienne l'activité des entreprises de cette taille-là et qui puisse justement accompagner, avoir une démarche qui soit une démarche d'intérêt général et pas exclusivement de rendement immédiat, avec capacité à prendre des risques aussi et à accompagner l'innovation dans ce pays. Merci Olivier Faure. Nous nous retrouvons dans quelques instants et nous marquons la deuxième pause. Retour sur le plateau de KTO pour Face aux chrétiens avec notre invité Olivier Faure. Pour vous interroger, Bernard Gors de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. On va parler un peu politique. Le Conseil national du Parti socialiste a eu lieu hier, précédé d'une nuit. Alors, les spécialistes appellent ça, j'ai découvert ça, la nuit des garçons bouchés. Expliquez-nous. Écoutez, j'ignorais l'expression. Moi aussi. C'est vrai que c'est bon, on s'est partagé. Hein, voilà, on a découpé le gâteau, on s'est partagé les places. C'est plus la lutte des classes, c'est la lutte des places. Ça ne change pas beaucoup au Parti socialiste. Hein. Ça, de ce point de vue, il y a effectivement des éléments de permanence. Je vous l'accorde volontiers. Mais bon, de quoi s'agit-il? Il s'agit simplement de faire en sorte que quand on opère un vaste rassemblement, qu'on ne laisse personne et que chacun se sente bien représenté dans les instances dirigeantes du PS. Et donc ça prend un peu de temps parce que chacun souhaite avoir un peu plus, un peu moins. Bon voilà, ça fait partie des charmes de la vie collective. Romain Mazenot pour RCF. Alors Harlem Désir est le nouveau premier secrétaire du Parti socialiste. Il avait réclamé lui-même un vote ouvert des militants pour désigner le successeur de Martine Aubry. Ce vote n'a pas eu lieu, il n'aura pas lieu. Il y aura un vote sur les motions au Congrès de Toulouse, mais tout semble déjà verrouillé. Finalement, est-ce que ça en dit pas long sur l'absence de démocratie interne au PS? Et qu'est-ce qui s'est passé depuis les primaires citoyennes qui avaient été saluées de l'avis de tous comme un succès? Qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression que la démocratie interne, ça vaut que quand on est dans l'opposition et pas quand on est dans la majorité? Non, ça vaut à tous les moments. Simplement, nous ne désignons pas un candidat à l'élection présidentielle et donc nous n'allons pas appeler les Français à chaque fois qu'on veut désigner un premier secrétaire. Imaginez que nous sommes à désigner aussi un conseil national, alors pourquoi pas le faire désigner par les Français et pourquoi pas pour les municipales les maires, pour le conseil général les conseillers généraux. Nous sommes en train de désigner un premier secrétaire dans un parti politique et qui aura une fonction qui est celle d'exprimer la parole des socialistes. Donc c'est assez logique que ce soit une primaire interne. D'ailleurs, l'UMP est dans la même situation, c'est une primaire interne réservée à ses seuls militants. Oui, mais eux, ils vont voter. Mais nous aussi, nous allons voter. Nous allons voter de la même façon. Des motions, c'est-à-dire qu'on sait très bien que il y a 6 motions que Harlem Désir qui est le premier signataire de la motion, cette motion va faire quoi, 80%? Donc il sera obligatoirement désigné premier secrétaire. Mais pourquoi voulez-vous reprocher à une motion de chercher à être majoritaire? C'est sa vocation. Donc pourquoi voulez-vous reprocher aussi que des gens qui travaillent ensemble au gouvernement ne se retrouvent pas ensemble dans leur parti? Moi, je trouve ça complètement logique. C'est l'inverse qui serait inquiétant. Imaginez qu'on ait une motion des uns, sur des autres. Excusez-moi, mais de remonter à la période de François Mitterrand, mais le Parti socialiste était beaucoup plus rebelle. Et je me souviens d'un certain congrès de Rennes où d'ailleurs ça s'était plutôt mal terminé. Mais je trouve que l'exemple est excellent et vous avez bien choisi. En fait, on avait des gens qui dirigeaient ensemble la France et qui se sont divisés jusqu'au dernier sang dans un congrès dont on se rappelle 20 ans après.
Donc est-ce qu'on a besoin de faire des congrès ensanglantés pour justement là être dans la lutte des places jusqu'à l'absurde, alors que tous ces gens dirigent ensemble la France? Moi je crois qu'au contraire il fallait opérer un vaste rassemblement sur une motion commune. Il y a 5 autres motions qui sont soumises au vote et bien, la motion probablement majoritaire sera celle d'Harlem Désir, mais il y a une logique aussi à ce qu'on articule le choix du premier secrétaire avec le vote de la motion. Pourquoi voulez-vous qu'on ait 2 choix qui soient distincts? On aurait dans ces cas-là une motion qui serait majoritaire potentiellement et puis un premier secrétaire qui viendrait d'ailleurs. On aurait donc une cohabitation interne. Il faut essayer de chercher la simplicité. La simplicité, c'est d'avoir un premier secrétaire qui est issu de la motion majoritaire. Bernard Gors-Lacroix. Harlem Désir, c'était le candidat du président de la République et le président de la République avait dit qu'il n'interviendrait pas dans la vie des partis, qu'il se tiendrait au-dessus. Moi, je crois qu'il n'y avait pas de candidat du président de la République. Le président de la République l'a dit depuis le départ. C'est une affaire qui est une affaire partidaire et donc il s'est tenu à l'écart de tout ça. Il paraît qu'il est intervenu. Il préférait Harlem Désir à Jean-Christophe Cambadélis. On prête beaucoup au chef de l'État et c'est normal, mais je crois qu'il s'est tenu à l'écart de cette question-là de bout en bout et que le choix qui a été fait a été un choix lié à d'abord une concertation assez large qu'a conduite Martine Aubry auprès de l'ensemble des dirigeants socialistes. Elle a considéré que celui qui était le plus à même d'opérer le rassemblement était Harlem et donc ce choix a été validé par le Premier ministre, chef de la majorité. Et c'est très bien. Romain Masneau, quelle est votre conception d'un parti majoritaire? Comment faire en sorte que ce soit autre chose qu'une simple chambre d'enregistrement ou qu'une machine à resserrer les rangs dans les moments difficiles? Ça ne va pas être une machine à resserrer les rangs. Un parti, c'est effectivement un endroit où à la fois la vocation est de soutenir une activité gouvernementale qui est directement liée au mandat qu'on a reçu des Français. Donc on ne va pas, là, sur ces points-là, on sera en soutien. Mais c'est aussi un parti qui cherche à mobiliser les Français sur les grands enjeux, qui cherche à les amener aussi à prendre leur place dans le débat public. Et puis c'est un parti qui prévoit aussi l'avenir. À chaque fois que la gauche est arrivée au pouvoir, on a eu le sentiment qu'il y avait un peu une panne d'imagination en fin de parcours. Eh bien, il faut que la nouvelle génération qui va être invitée à prendre ses responsabilités au moment du congrès de Toulouse soit aussi cette génération qui prépare l'avenir et prépare donc les projets de demain et donc entame la réflexion dès à présent là, sur ces sujets-là. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Vous avez dit Harlem Désir est le mieux à même de, je ne sais plus quelle expression vous avez employée, mais de peut-être maintenir l'unité du parti, de fédérer. Pourquoi? Quels sont les critères liés à sa personne qui vous font dire cela? Moi, je crois que l'un et l'autre étaient de très bons candidats, mais dans la discussion que Martine Aubry a eue avec l'ensemble des dirigeants du PS, elle a considéré à l'issue de cette constatation que celui qui avait les faveurs du plus grand nombre était Harlem. Et comme les choses étaient relativement serré, le choix du numéro 2 s'imposait aussi parce qu'il a été celui qui a d'abord opéré l'intérim, qui a été celui qui a accompagné Martine Aubry pendant son mandat sur les grandes opérations de rénovation. Et donc, il y avait une logique et une légitimité à sa candidature qui était très forte. Et donc, ce choix est un bon choix. Bernard Gors, pour le quotidien La Croix. Vous avez employé le mot de génération, vous nous promettez des surprises. Le Parti socialiste va changer de visage. Le prochain Conseil national sera composé de jeunes socialistes et à parité d'hommes et de femmes? Alors, nous visons la parité, nous visons effectivement un vaste renouvellement générationnel. Je ne parle pas de surprise parce que les nouveaux ne sont pas forcément plus agréables et plus sympathiques que les précédents. Donc je me garderai bien de toute appréciation qualitative. Mais c'est vrai qu'il faut que les générations passent et qu'elles se transmettent le flambeau. Et que, Olivier Faure, il nous reste une minute. Oui. En une minute, qu'est-ce que vous pensez des rapports entre Jean-Marc Ayrault et François Hollande? Je rappelle que vous êtes proche des deux. Excellent, depuis toujours. Ça fait 15 ans qu'ils travaillent ensemble, qu'ils s'apprécient, qu'ils se téléphonent quotidiennement. Et donc, certains ont vu dans l'apparition de Hollande dimanche dernier sur TF1 un recadrage du Premier ministre. Certains voient toujours des choses, ça n'existe pas. On a une République qui est simple à comprendre. On a un président qui est celui qui écrit la partition. Et puis ensuite, on a un Premier ministre qui est le chef d'orchestre et qui, lui, dirige l'orchestre et en fonction d'une partition qui a été écrite par le président. Qui exécute, le président, c'est ça. Il décide, il exécute.
C'est pas illicite, il exécute. Il est donné quand même plus de marge au chef d'orchestre qui interprète une partition. Et donc c'est beaucoup plus fort et c'est beaucoup plus important. Et donc voilà, c'est la répartition des rôles. Elle est logique, elle est normale. Le président fixe le cap. Et ensuite, à partir de cette feuille de route, le Premier ministre engage l'activité gouvernementale. Merci Olivier Faure. Vous retrouverez Face aux chrétiens sur KTO, sur Radio Notre-Dame, sur RCF et dans le quotidien La Croix et sur le site internet du quotidien La Croix, si je ne m'abuse. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Merci beaucoup.